Yaorana, Kiaora et bienvenue dans Manava, votre émission Infoservice pour parler du Rahui, ce système ancestral de gestion des ressources naturelles initié par nos Tupuna. Est-ce que c'est totalement interdit de pêcher lorsqu'on a un Rahui? Quelles sont les réglementations en vigueur? Je vous présente tout de suite les invités qui répondront à ces questions en commençant par Roselyne Touira de la cellule biodiversité de la DIREN. Bonjour. Betty Tehei, deuxième vice-présidente de la fédération Mare Moa et présidente de l'association Rahui de Mateya. Rana. Patrick Rochette, membre du comité Rahui de Teahupo, Yarana. Yarana. Et enfin Zéphirin Tarahou, pêcheur et membre du comité de Rahui de Papara. Yarana. On va commencer avec Patrick avant de rentrer dans le contexte du Rahui moderne. Parlons du Rahui ancestral, traditionnel. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ce Rahui polynésien, Patrick? Rahui traditionnel, il n'y a que 3 mots. Il y a Rahui, Tapu et mort après. Oula, mort, pourquoi? Tu sais, quand on dit Rahui, c'est interdit. Il n'y a plus de pêche. Il n'y a plus rien dans l'endroit que tu as le pêcher. Le premier Rahui qu'on a mis en place par nos Tupuna, c'est un roi en 1362. Le premier Rahui. Le Rahui s'appelle Mata Raura. C'est ça le nom du Rahui. Il l'a mis pour 5 ans. Et donc pendant 5 ans, on ne pouvait pas pêcher, on ne pouvait rien faire? On ne pouvait rien faire. On ne peut pas pêcher. Arrivé en 1368, c'est là un autre roi, Oromaito Weheatun Matai, c'est là qu'il a été pêché dans le Rahui. Il faut casser le Rahui. C'est pour ça que tu disais que c'était tapu. Ouais. C'était interdit pendant cette période-là. C'est interdit. Mais arrivé à 6 ans, 6e année, on est obligé d'ouvrir. Mais pourquoi tu parlais de mort, du coup? Tu sais, c'est le roi qui donne la loi. Il y a une seule loi, c'est la mort, c'est tout. D'accord, donc oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas de prison ou d'amende. Là, c'était la mort directement si tu allais pêcher pendant la période du Rahui. Ouais. Il n'y a rien du tout. Alors, ton père et ton grand-père t'ont transmis des savoirs et des histoires liées à Teahupo. Et en plus de ça, tu es pêcheur, comme toutes les personnes qui sont autour de cette table. Est-ce que c'est pour ça que tu es si proche du Rahui et que tu veux respecter la protection de la nature? Ah oui, il faut respecter. Tu sais, l'endroit qu'on a mis en place le Rahui, c'est notre patrimoine aussi. Hein? Il y avait un Puna Ahai à cet endroit. Il y a un Puna Bonit aussi à cet endroit-là. Il y a plein de légendes à cet endroit. C'est pour ça qu'on a mis en place le Rahui à cet endroit. C'est une écloserie. Les petits poissons. Et donc éviter que ce lieu, en fait, cette nature soit détruite par la surpêche ou d'autres choses comme ça. C'est ça. Zéphirin, comme je viens de le dire, vous êtes tous pêcheurs autour de cette table. Est-ce que c'est ce qui t'a rapproché du Rahui? Le Rahui, pour moi, c'est une question de logique aujourd'hui. On veut protéger le lagon, il nous faut un Rahui. Peut-être le nom de Rahui est lourd de sens, hein, vu ce que Patrick vient de nous raconter. Et peut-être changer le nom de Rahui en quelque chose de moins fort. Moins fort. Mais en tout cas, on en est arrivé à un constat où le lagon, il n'en peut plus. Il faut qu'on mette en place des zones de protection du lagon. Et le ZPR, par exemple, hein, le PGEM, ce sont des mots, mais ils sont très, très lourds par les résultats. Les résultats de quelques années de protection du lagon. On voit aujourd'hui du côté de Teahupo, on a vu à Moorea déjà. Moorea, ça a été un des premiers à être mis en place en tant que PGEM. Et j'ai suivi plus ou moins le début de ce projet. Et c'était pas évident du tout. Il a fallu que le Tavana, avec son comité, mette en place une personne qui soit habilitée à sanctionner les prévenants. Pour que ça marche aujourd'hui, Moorea, c'est on va dire, un endroit où le poisson il est revenu, le corail a repris vie. Et bien sûr que tous les ZPR, c'est que des bonnes choses. Sauf qu'il faut qu'on soit là pour vérifier, pour surveiller, peut-être pas dans le sens du Rahui, comme dans son sens propre, mais au moins surveiller que chaque utilisateur
respectent la ZPR. Alors, tu viens d'en parler avec l'exemple de Moorea, mais du coup, Oui. je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce que le rahoui, Oui, à Tahiti, par exemple, Oui. c'est réellement utile? tout à fait. Nous sommes une population qui grandit tous les ans. Nous avons des jeunes qui n'ont pas de travail. Donc, ils viennent dans le secteur primaire, ils vont soit dans la plantation, soit dans la pêche. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de jeunes avec leurs fusils, leurs palmes, leur masque et tuba aller pêcher pour amener à manger. Donc, oui, forcément. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il faudrait qu'il y ait de plus en plus des parcs à poissons pour pouvoir donner à manger à toutes ces personnes. Depuis des années, on compte sur les Tuamotu pour ravitailler en poissons lagonaires. Mais un jour ou l'autre, il va falloir se mettre dans la réalité et dire ce n'est plus suffisant. Il va falloir s'attaquer au contexte actuel. Voilà, à pouvoir faire des élevages. En tout cas, le rahoui, c'est un combat qui est assez important au point où, Betty, vous avez créé en octobre 2023 la Fédération des Rahouis Marémois. Quel est son but, cette fédération? Alors, on a créé cette fédération justement pour entendre toutes les voix de chaque comité de gestion qui rencontre le même problème, c'est-à-dire la prévention, comment gérer un rahoui. C'est très difficile. Parce qu'il faut vraiment beaucoup d'informations, informer localement chaque rahoui. Chaque rahoui est propre à chaque commune et c'est un dur labeur. Est-ce que, Roselyne, c'est difficile justement de faire respecter toutes ces réglementations? Qu'est-ce qui est mis en place par la DIREN? En fait, juste pour un petit peu recontextualiser la chose, aujourd'hui, dans l'émission, on va parler de rahoui. Du coup, on a bien entendu la partie culturelle que Patrick évoquait plus tôt. Mais aujourd'hui, concernant la direction de l'environnement, dans notre code de l'environnement, on a effectivement une partie en lien avec le rahoui qui traite du coup qui explique que c'est un espace terrestre ou marin qui va être protégé sur une durée limitée, etc. Et que c'est, comment dire, que c'est quelque chose qui n'est pas écrit, c'est surtout quelque chose d'oral aujourd'hui. Par contre, ce qui existe également dans le Code de l'environnement aujourd'hui, ce sont des espaces dits classés au titre du Code de l'environnement. Par exemple, Teahupo'o a un espace classé catégorie 6, donc Qu'est-ce que ça signifie, zone. La catégorie 6? Est-ce que c'est la plus protégée ou au contraire la moins protégée? C'est celle qui permet d'avoir une activité à l'intérieur. Et la catégorie 1, elle est classée en réserve naturelle, c'est-à-dire que... On peut rien faire à l'intérieur. Oui, on peut faire des choses, mais pas à but de pêche, etc. Commercial. C'est vraiment quelque chose qu'on protège un maximum. Par exemple, ça sera les zones de la biosphère de Fakarava au Tuamotu, où ce sont des espèces en fait qui sont classées en différentes catégories dans des réserves naturelles comme Tayaro, par exemple. Tout à l'heure, Zéphira nous parlait de PGEM, ZPR. Est-ce que tu peux nous parler de tout ce lexique que le commun des mortels ne comprend peut-être pas? Alors du coup, le PGEM, ce sont les plans de gestion des espaces maritimes. D'accord. Donc, ça délimite, enfin, ça met en place des zones, etc. Après, je ne suis pas super spécialisée sur les PGEM, mais c'est un outil, en fait, aujourd'hui, qui peut servir sur la gestion des espèces. Il y a les ZPR, donc les zones de pêche réglementées, qui est aussi un outil dans lequel on va réglementer, par exemple, les espèces qui pourront être pêchées ou pas, surtout mettre en fait les interdictions et aussi les moyens de pêche. Est-ce que la pêche au fusil va être interdite? Est-ce qu'il y a des horaires de pêche? Est-ce qu'il y aura aussi des dates d'ouverture, d'interdiction de pêcher dans les zones, etc. Pour s'adapter peut-être au moment où les espèces se reproduisent. C'est ce genre de choses qui est mis en place. Oui, il y a des espèces qui sont réglementées de manière générale aujourd'hui par le pays, comme par exemple la langouste qui a une période où elle est réglementée. Il y a une période où on pourra la pêcher à une certaine taille et une période où c'est tabou. On n'aura pas le droit d'en pêcher. Et pareil dans les différents espaces, comme
comme les ZPR, où la pêche sera interdite pendant une durée de temps limitée et à voir en fait avec des études si c'est possible de rouvrir ou pas, comme ça a été le cas, il me semble, sur Papara. On le redira à la fin de l'émission, mais où est-ce qu'on peut se renseigner pour ce genre d'informations? Alors, pour le PGEM, c'est la direction de la construction et de l'aménagement. Les ZPR, ça va être la direction des ressources marines. Et pour les espaces classés au titre du Code de l'environnement, ça sera la direction de l'environnement. Directement. Alors, comme vient de le dire Roselyne, Betty, il y a une différence entre Rahui et protection de l'environnement, tout simplement, hein, si je dois grossir un petit peu le sujet. Donc, quelle est la différence entre ce Rahui traditionnel et le Rahui dit moderne d'aujourd'hui? Le moderne d'aujourd'hui, c'est que on a des outils qui ont été mis en place à notre disposition, c'est-à-dire on a des formations, on a des panneaux d'information qui nous sont mis à disposition pour justement informer comme il faut la population pour qu'ils puissent jouer le jeu aussi avec nous. Parce que le Rahui, c'est comme Patrick disait avec Zéphirin, c'est quelque chose de tabou. Mais on a gardé quand même le cycle de Rahui parce que c'était quelque chose que la population comprenait mieux que quand tu dis ZPR. C'était quelque chose qu'on avait discuté aussi en séminaire. Pourquoi nous imposer ces sigles ZPR? Mais après, bien sûr, il y a la différence, tout en sachant bien que ZPR, c'est moderne, avec des réglementations à l'intérieur qui fait qu'on peut appliquer ou pas du tout, avec un temps de limitation par rapport aux interdictions, et qu'on peut le lever ou pas du tout, qu'on peut le repousser ou pas du tout. Mais avec le Rahui, la différence, c'est ancestral, hein, et tout est ancré. Simplement, c'est une rééducation envers la population. Et localement, c'est ce que nous le faisons. Dans chaque comité de gestion, c'est ce que nous faisons alors. Alors, si j'ai bien compris, le terme Rahui, c'est un petit peu un abus de langage, finalement, puisque ça ne correspond pas au terme dont nous expliquait Patrick. Mais justement, Patrick, comment est-ce que ça fonctionne au quotidien, ce Rahui, ou du moins cette réglementation? La réglementation, elle est là. Et il faut le respecter. Mais ce que je veux dire, c'est en tant que pêcheur, par exemple, si je suis, donc je le rappelle, hein, tu es dans le comité de Rahui de Teahupo, comment est-ce que ça fonctionne à Teahupo? Est-ce que si je suis pêcheur, je peux aller là devant chez moi, dans le lagon, aller pêcher 2-3 poissons, rentrer chez moi, le manger? Comment ça fonctionne concrètement? Pour nous, le Rahui, c'est au Paris. C'est tellement loin. Si tu veux pêcher, tu vas dehors chez toi. Il n'y a pas de Rahui. Il y a un endroit qu'on a mis le Rahui, il y a un endroit où on peut pêcher. Donc il y a des zones, comme on disait, hein, il y a des zones. C'est comme ça. C'est pour la surveillance. Tout le monde surveille. Jusqu'aux enfants. C'est ça notre avantage. Les enfants surveillent. En fait, c'est comme ça que la communauté est mise en œuvre, en contribution dans ce projet-là. Betty, tu voulais réagir à ça? Exactement, on met en relation on travaille avec la population. La première police qui est sur place, c'est justement la population, les enfants, parce qu'on travaille beaucoup avec les écoles. On imprègne nos enfants, nos élèves de l'école, justement, à être les premiers sentinelles sur le terrain, parce que l'info passe mieux. Parce qu'un enfant peut passer plus de messages aux parents, appeler des parents, tonton, tati, mamie, et tout le monde y passe. Un enfant, quand il arrive à la maison, mais papi, où tu as été pêché? Mais attention là-bas, papi, tu sais que le Rahui y est. Voilà où on en est. Donc en fait, l'élément principal pour pouvoir transmettre ces réglementations, c'est l'éducation. L'éducation. Et une rééducation aussi. Et une rééducation. Pourquoi une rééducation? Parce que c'est difficile de faire, de partager peut-être ce sont des lacunes qu'on a tellement oubliées que la modernité a fait que nos enfants ne sont plus à venir, il y a papi, mamou, hein? On veut pas, ça suffit, c'est pas toi qui vas nous dire, Harmato, on va à la pêche. Mais alors qu'il y a une éducation derrière. C'est de protéger, quelles sont les espèces à protéger, quelles sont les espèces qui pourraient être pêchées ou pas du tout pêchées. Il y a tout un aménagement de rééducation
par rapport à tout cela. Zéphirin, je te voyais sourire par rapport à cet exemple des enfants qui vont un petit peu, entre guillemets, mouchard pour cette réglementation. C'est une très bonne chose quand la population joue le jeu. C'est exactement ce que tout le monde aimerait et que le message il passe. Mais est-ce que c'est la réalité dans toutes les communes? Je ne pense pas. Par exemple, comment ça se passe à Papara? À Papara, le constat est qu'il y a il y a un peu plus d'un mois, on a fait une journée ouverte de pêche et j'y ai participé comme une bonne partie des pêcheurs de Papara. Et le constat, il a été clair. Il n'y a pas, pour 4 ans de Rahoui, il n'y a pas eu autant de poissons espérés que ça. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça veut dire que des pêcheurs ont quand même pêché malgré la réglementation Je pense que le constat il est là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup qui respectent le Rahoui et malheureusement, il n'y a pas assez de moyens pour pouvoir mettre en place des moyens de surveillance. Parce que ça demande quand même un bateau, une personne assermentée pour pouvoir se déplacer toute la nuit et vérifier que des pêcheurs ne viennent pas pêcher dans le Rahoui. Donc, je reviens un peu à l'exemple de Moria. À Moria, ça a fonctionné pendant des années parce qu'il y avait quelqu'un d'habilité pour pouvoir surveiller. Et ça, il faut avoir les moyens pour ça. Est-ce que, justement, en parlant de respect de ces réglementations, Roselyne, comment est-ce que la DIREN met en place des choses pour que ce soit respecté et qu'il n'y ait pas d'abus? Alors déjà, on travaille, chaque espace qui est classé au titre du code, normalement a un comité de gestion. Par exemple, du coup, celui de Teahupo a un comité de gestion qui va réfléchir sur comment protéger la zone, etc. Enfin, quelles sont les choses à mettre en place à l'intérieur. Nous, on les accompagne, on rédige du coup des arrêtés, hein. Et du coup, les moyens de surveillance aujourd'hui, effectivement, ça pose un petit peu problème parce que, bah, comme le disait très bien, excuse-moi, monsieur Zéphirin, il faut avoir des moyens humains, des moyens financiers, il faut pouvoir se déplacer sur place, etc. Du coup, il faut pouvoir avoir aussi dans sa propre commune une brigade nautique parce que du coup, là, on parle surtout du milieu marin. Donc, qui puisse intervenir rapidement sur place pour constater l'infraction, etc. Nous, du côté de la DIREN, on fait aussi ce qu'on peut avec les moyens qu'on a aujourd'hui, mais effectivement, c'est pas forcément évident. Imaginons que je sois un pêcheur un peu scrupuleux, que je vais pêcher malgré le Rahoui. Qu'est-ce que je risque si je me fais attraper ou mouchard par les enfants? Qu'est-ce que je risque? Des contraventions. De combien? On parle de quel chiffre? Alors, en fonction des infractions, voilà, les contraventions peuvent être différentes, mais ça reste souvent contravention de classe 1 à 4, il me semble. Et donc, une fourchette? Alors, on est en dessous des 20 000 francs, si je ne me trompe pas, hein. Après, à voir si, en fonction des infractions, on ne risque pas non plus des peines au pénal. D'accord. Ça, c'est du matériel peut-être? Effectivement, ça à vérifier. C'est vrai que là, j'ai pas l'élément pour répondre à cette question. Mais je pense que oui. On va utiliser cet exemple, hein. On va prendre ce chiffre de 20 000 francs et on va revenir vers toi, Patrick. Au début de l'émission, tu nous disais qu'à l'époque, c'était tabou et c'était la peine de mort. Alors, on va pas en arriver jusque-là, mais est-ce que les peines sont peut-être un peu légères finalement et qu'on se dit, bon, bah, ça va, c'est 20 000 francs, bon, bah, c'est pas trop grave? Chez nous, non, c'est pas 20 000 francs, c'est 170 000 francs. Ça fait déjà un petit peu plus. Et la saisie des matériels. Et tu vas te retrouver ça chez le procureur. Ah oui, carrément. Le procureur, on travaille ensemble avec la DIREN. Et puis de toute façon, les personnes peu scrupuleuses seront fichées, je suppose, vos pêcheurs vont les reconnaître. Aujourd'hui, oui. Il y a la gendarmerie aussi qui nous aide, la police municipale. Mais chez Réveil aussi, on a aussi des gardiens. C'est la mairie qui nous aide. D'accord. Ce sont des retraités. Ils viennent surveiller le soir. Le jour, ça va, mais pas le soir. Surtout le soir.
D'accord, donc ils regardent et ils observent si personne ne va à l'encontre de ce rahoui. C'est ça. Alors, je vais utiliser un exemple. Hein. On voit de temps en temps sur les réseaux sociaux des pêcheurs qui mettent en avant le mara. Le mara qui est une espèce qui est normalement mondialement protégée, mais malheureusement ici en Polynésie, il n'y a pas de réglementation. Et certains de ces pêcheurs disent que la réglementation n'est pas adaptée à la réalité des faits. C'est protégé dans le monde, on n'en voit plus beaucoup, mais au final, dans les îles, par exemple, il y en a énormément. Comment est-ce que tu peux réagir à ce genre d'exemple, Roselyne? Alors, c'est vrai que le mara est protégé à l'international, il est espèce CITES aussi. Donc, alors à l'échelle du territoire, il n'est pas protégé ni réglementé. Par contre, dans certaines ZPR, dans l'une en tout cas, au Tuamotu, l'espèce est réglementée et la pêche est interdite. Donc, il y a une taille à respecter. Alors, c'est interdit complètement de C'est pêcher. interdit. Voilà. Ils ont fermé la pêche au mara sur une durée de quelques années, hein, la fermeture est récente, hein, et du coup, la pêche au mara n'est pas possible. Alors, on utilise cet exemple-là, c'est un prétexte, mais au final, il y a plein d'autres espèces. Betty, comment est-ce que tu réagis à cette situation, la réalité des faits et la réaction des personnes? Un petit peu compliqué de pouvoir faire prendre conscience aux personnes C'est difficile de leur faire comprendre que le poisson est en voie de disparition et d'extinction. Il y en a qui voient, mais qui passent outre. Et plutôt la part du gain qui est toujours qui revient sur la table, hein, où pour eux, c'est le seul moyen de nourrir leur foyer, de passer outre les réglementations. Mais déjà, consciemment, ils ne prennent pas consciemment. ne prennent pas conscience de la réalité des Ils ne prennent faits. pas conscience de cette réalité où la réserve s'épuise. Zéphirin, une réaction par rapport à cet exemple? L'exemple du mara ou l'exemple de poisson en voie de disparition, oui, tout à fait. Il est grand temps de mettre une réglementation là-dessus. Le mara, ça a toujours été un poisson Emblématique. Voilà, emblématique. Les gens, ils adorent ce poisson-là. Il faut savoir que dans certaines îles, il est empoisonné, ciguatera. Il est terreau. Donc, Terreau, voilà, pardon. les terreaux. Et là, je reviens d'une mission de Harutoa où un jeune pêcheur en a pêché. Et bon, il a vendu. Certains ont été terreaux, d'autres non. Donc, c'est toujours, ça attire beaucoup les personnes parce que c'est un bon poisson mangé en fafarou ou autre. Hein. Mais il a aussi des risques. Donc, pourquoi ne pas le protéger, tout simplement? Patrick, on a utilisé l'exemple du marin, mais il y a plein d'autres espèces qui ne sont pas forcément protégées, qui sont en voie de disparition, qu'on voit disparaître de nos lagons. Ah, ça va disparaître. Un jour, ça va disparaître. Et dans les îles, comme Ronguiro, hein, il y a des poissons qui vont disparaître s'ils ne vont pas faire attention, comme les becs de canne, le quito, le motanana, le ihi. Tous ces poissons-là vont disparaître s'ils ne vont pas faire attention. Ils ont un rahoui là-bas. Mais Il y comme a tu viens trop de aussi dire, de gens aussi là-bas aussi qui pêchent. si on ne fait pas attention, ça va Ouais. disparaître. Ça va disparaître. Comment est-ce que tu réagis à ce genre de réaction, Roselyne? Alors, c'est vrai, je rejoins mes collègues sur le plateau. Effectivement, il faut que la population, tout le monde puisse prendre conscience que justement, les ressources ne sont pas inépuisables. À force de pêcher, on risque de plus avoir assez de poissons. Si on les pêche trop petits, ils n'auront pas le temps de se reproduire, etc. Et pour revenir justement sur le Mara et l'atoll où la ZPR A été mis en place? a été mis en place, la population peut pêcher. Je reviens dessus. Du coup, la population peut pêcher, mais pour son autosuffisance et pas le commercialiser. Parce qu'aujourd'hui, comme ça a été dit, c'est l'appât du gain. Je reprends les mots qui ont été cités. Les personnes vendent et puis finalement ne se rendent plus compte forcément que ben voilà, mes tailles diminuent, j'ai de moins en moins quand je vais pêcher, je suis obligée d'aller plus loin que là où je suis allée pêcher à la base. Et puis voilà, mais parce qu'on a besoin de gagner son pain, et ben on continue à pêcher. Et moi, le message, c'est aujourd'hui, il faut prendre conscience que les ressources ne sont pas inépuisables et il faut protéger nos ressources. Justement, comment est-ce qu'on peut sensibiliser, Betty, rapidement pour terminer l'émission? C'est de beaucoup d'informer, beaucoup d'informations, de beaucoup médiatiser, de ne pas lâcher notre population, de bien les conscientiser que la ressource elle s'épuise.
Justement, informer la population. Je reviens vers toi, Roselyne. Où est-ce qu'on peut se renseigner? On l'a déjà dit au milieu de l'émission, mais on le rappelle. Où est-ce qu'on peut se renseigner pour les ZPR, les PGEM, les poissons, les tailles, etc. Alors, auprès des services du pays, comme la direction des ressources marines, pour tout ce qui va concerner les zones de pêche réglementées, et les espèces réglementées aussi, avec les tailles possibles. Également la direction de la construction et de l'aménagement pour tout ce qui est en lien avec les plans de gestion des espaces maritimes. Et puis la direction de l'environnement pour tous les espaces classés au titre du code. Et on donnera le site justement qui est service-public.pf/Diren pour le site de la Diren. Vous avez aussi le site de la FAPE, à l'origine de la fédération. Donc c'était oranaho-fape.org. Et d'ailleurs, sur ce site, vous pourrez trouver un état des lieux du Rahoui et les ZPR, les zones de protection réglementées. C'est bien ça, zone de protection réglementée. Les ZPR, oui. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions. Voilà. Vous pouvez vous renseigner sur les différents sites qui ont été cités juste avant. Faites attention à vous quand vous allez pêcher. Et c'est déjà la fin de notre émission. On se retrouve demain à 17h15. En attendant, voici votre VA, votre journal en tahitien. Bonne soirée sur TNTV. Maururi totato faririra, trahuma parhiana.